retenir finalement de la mission de la délégation du Conseil de sécurité ici en République démocratique du Congo du 9 au 12 mars? Le Conseil de sécurité était ici sur place en République démocratique du Congo, mais justement pour évaluer la situation sécuritaire au Congo. Et puis ils ont rencontré toutes les autorités congolaises, ils sont allés à Goma également pour palper du doigt la réalité de l'insécurité à l'est de la RDC. Mais finalement, on retient du chef de la délégation, monsieur Nicolas Desrivières, ambassadeur de la République française aux Nations Unies. Il y a eu une responsabilité qui incombe aussi à la République démocratique du Congo elle-même. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont chargées à la sécurité du pays. C'est un pays souverain avec son armée et l'armée congolaise doit également agir contre les groupes armés. Pour la délégation du Conseil de sécurité, les responsabilités restent partagées entre le gouvernement de Kinshasa, mais aussi les groupes armés. Nous recevons dans ces nouveaux numéros de l'Isolo et politique sur DRC Info TV, Jean Dédier Maïché qui est avec nous, analyste politique. Jean Dédier, bonjour. Bonjour. Alors, êtes-vous satisfait de la mission de cette délégation du Conseil de sécurité? Ben non, je ne suis pas satisfait du moment que je sais et je suis sûr que c'est des gens qui jouent contre la RDC depuis un certain moment, depuis très longtemps. Et ce qu'ils sont venus faire... Mais est-ce que les Congolais ne jouent pas la victimisation finalement? On voit l'ennemi partout, on voit l'adversaire partout. Non, mais ce n'est pas ça, Jacques. Imagine-toi, aujourd'hui, nous sommes en train de... On parle des millions de morts en République démocratique du Congo. Plus de 10 millions de morts. Près de 13 millions d'ailleurs de morts en République démocratique du Congo. Et depuis très longtemps, il y a la MONUSCO qui est chez nous, il y a 2 décennies. La MONUSCO est là, en train d'opérer. C'est depuis 1999. En effet. Et que fait la MONUSCO? Je pense qu'ils sont venus nous imposer un plan qu'ils ont. Et nous allons peut-être parler de ça au moment venu. Et vous trouverez que tout ce qu'ils veulent, eux, c'est quoi? C'est chercher à ce que nous, on puisse négocier avec des terroristes. Ce qu'ils ne peuvent pas conseiller aux autres nations. Et nous devons nous assumer, nous Congolais, comme une nation, comme un État. Nous devons nous assumer et jouer notre rôle. Pour ça, je suis d'accord avec eux. Nous devons jouer notre rôle et chercher comment mettre l'ennemi hors d'état de nuire. C'est quoi notre rôle? La RDC a le rôle de protéger, comme État, de protéger ses citoyens. Et ça, c'est un rôle que notre armée doit jouer. Malheureusement, il est à constater aussi, à déplorer que notre armée avait été sérieusement infiltrée par le Rwanda depuis un certain moment. Et toutes les stratégies qui sont prises sont signalées à l'avance auprès des ennemis. Et c'est comme ça que tu vois le théâtre qui s'est fait sur terrain. Aujourd'hui, l'ennemi peut être repoussé, mais quelques jours après, il le récupère. Après, bon, c'est un jeu qui est en train de se faire et ça prouve en suffisance que nous avons été sérieusement infiltrés et qu'il y aurait des complices au sein même de cette armée. Sérieusement infiltrés, oui, mais qu'est-ce qui nous empêche de nettoyer cette armée infiltrée? Je pense que, comme nation, rien ne nous empêche de prendre des décisions. Rien n'empêche au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent. On ne l'a jamais fait. Des mesures courageuses. Donc, il faut que le chef de l'État prenne des mesures courageuses pour mettre les ennemis hors d'état de nuire. Mais à quand ces mesures? Parce que la guerre en République démocratique du Congo, ça fait 30 ans déjà. Alors finalement, on s'est dit, mais à quand prendre des décisions aussi drastiques, des décisions fermes pour nettoyer l'armée congolaise? Parce qu'ici, j'ai essayé de citer Nicolas Desrivières, l'ambassadeur français, qui dit qu'il y a une responsabilité. Nous avons une armée qui a cette responsabilité justement de défendre l'intégrité du territoire congolais. Et pourquoi on ne le fait pas? Ce n'est pas à moi de poser la question. C'est la question que il faut poser au chef de l'État. Parce que c'est lui le commandant suprême de l'armée.
pourquoi il n'y a pas de mesures courageuses qui sont prises. Parce que si notre armée, jusque-là, est en train de reculer, fait des replis stratégiques assez souvent, c'est parce que on est sérieusement infiltré et on n'a pas nettoyé. C'est au commandant suprême de l'armée de nettoyer. Et ces gens-là sont connus d'ailleurs. Ils sont connus. Il suffit tout simplement d'aller voir les militaires subalternes et tout, et se renseigner auprès d'eux, mais ils ont des informations accablantes, je vous dis. Mais sommes-nous un État incapable finalement? Parce que je dois te dire une chose. J'ai appris, j'ai ouï dire, il y a quelqu'un qui m'appelait, il est du Kivu d'ailleurs, il y a peu, et j'ai lu ça à travers les réseaux sociaux, qu'il y aurait un officier qui était parti dans les Calais et tout, au sud Kivu, corrompre les autochtones pour qu'ils ne combattent pas le M23. Parce qu'ils ont compris que la population en avait marre et la population civile commençait à prendre la chose, commençait à s'approprier cette guerre. Et c'était un danger pour eux, parce qu'ils sont dans le plan. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils savent qu'avec l'armée, ils l'ont suffisamment infiltré, alors il faut aller infiltrer aussi les civils qui veulent combattre l'ennemi. Mais finalement, quand on dit que nous sommes un pays souverain avec une armée, l'armée doit également agir contre le groupe armé, ce qui ne vient toujours pas, ce qui n'arrive pas. Mais aussi, c'est hypocrite de la part de la communauté internationale, qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui est hypocrite? Il y a longtemps que nous avons été sous embargo. Mais il y a peu seulement que l'embargo a été levé. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, vous le menottez, et puis vous armez quelqu'un, vous lui donnez des machettes et tout, et vous lui demandez d'aller combattre avec celui qui a de machettes. Mais Malheureusement, c'était le cas. On était sous embargo. Ouais. Mais comme aujourd'hui, on peut maintenant acheter les armes comme on veut, mais c'est le moment. Mais cela aussi ne nous a pas empêchés de faire le nettoyage au sein de l'armée tel que vous avez. Mais consultons l'histoire de notre pays. Par exemple, Emmanuel Macron qui parle de 1994. Depuis 1994, vous n'avez pas été capable de protéger votre souveraineté. Et vous vous souvenez, 1994, c'est justement le début du commencement avec l'opération turquoise. Mais c'était toujours l'embargo qui bloquait. En fait, moi, je dois te dire qu'il y a un grand complot international contre la République démocratique du Congo. Qu'on n'a pas su déjouer. Qu'on n'a pas su déjouer. Ils sont en train de le dire, pourtant ils sont tireurs des ficelles. Il n'y a pas longtemps, Macron a été au Rwanda, demander pardon, s'agenouiller devant Kagame, aller se courber devant... Moi, je ne suis pas pour la tuerie, je ne suis pas pour les génocides qu'il y a eu au Rwanda. Mais ce que Macron a fait, c'était pour dire, bien voilà, on a massacré des Tutsis et les Hutus, ce sont les Hutus qui ont fait ça. C'est des bandits, c'est des criminels, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, il y a un grand complot international. La France, il tire profit. Les Américains, ils tirent profit aussi. Ils y tirent tous profit. Et quand il doit dire que depuis 1994, nous avons été incapables, et non, on n'a pas été incapables, cher Jacques. Il faut te rendre sur terrain pour te rendre compte que nos militaires sont des véritables héros. C'est des gens qui ont infiltré pratiquement tous nos services, y compris certains services ici à Kinshasa. Vous vous rendez compte? Je te laisse continuer. Mais si nous considérons que l'opération turquoise a été pratiquement l'élément déclencheur de cette instabilité à l'est du pays, mais comment le Congo ou les Zaïre à l'époque, en tant qu'État, n'a pas su bloquer justement cette opération? Non, vous savez, nous d'abord, nous sommes un peuple hospitalier. Nous avons une hospitalité qui ne dit pas son nom. C'est des gens qui sont venus, qui fuyaient la mort, qui avaient peur de la mort, qui fuyaient. Et ils sont entrés malheureusement, c'est ça, l'imprudence que nous avons faite, nous, la République démocratique du Congo, quand nous avons laissé les réfugiés rwandais qui sont rentrés dans notre pays, ils sont rentrés avec leurs chars, ils sont rentrés avec leurs hommes, armés. Ils sont rentrés armés, ils sont rentrés avec leurs... Donc c'était... avec leur banque et tout, à un certain moment, c'était pratiquement un pays dans un autre. Vous appelez ça, je me rappelle... Vous appelez ça une imprudence?
Ben, Vous pensez que c'était une imprudence ou c'était quelque chose de bien voulu, quoi? bah, c'est parce que aussi, c'est parce que quand vous avez suivi l'interview de Macron, il y a même un journaliste qui aurait intervenu, je ne sais pas comment il s'appelle là, qui a dit ceci, et vous allez vous rendre compte que pour que ces gens-là puissent rentrer avec leurs chars et tout dans notre pays, ils étaient imposés par la communauté internationale nous a imposés. Parce que ces gens-là sont restés longtemps à la frontière était fermée. Après, il y a eu des coups de fil. La communauté internationale, celle qui vient aujourd'hui à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, celle qui est venue nous visiter, avait demandé, avec insistance, je dirais même avait instruit, avait demandé à ce qu'on puisse laisser ce gens entrer. Ça, il faut poser la question au patriarche Kengwa Dondo, peut-être qu'il en sait beaucoup. Le Premier ministre de Le Premier ministre de l'époque. Ils avaient imposé ces gens, ils sont rentrés dans notre pays avec leurs armes et c'était voulu par la communauté internationale. Ils l'ont fait à dessein parce qu'il y avait un plan. Parce que quelques temps après, il y a eu l'AFDEL qui est venu. Et l'AFDEL qui est venu maintenant combattre ces hommes armés. Ces réfugiés armés. Ils les ont combattus. Après ça, Kagame est rentré dans notre pays pour chercher les militaires. Vous vous rappelez de l'opération qui avait coûté d'ailleurs à Vital Kamerhe son siège à l'Assemblée nationale parce qu'il s'y était opposé. Bien voilà, ils sont rentrés pour chercher ces gens-là, ces gens armés, les Hutus armés, les Interahamwe et machin et tout. Parce que pour Kagame, ces gens-là, aux côtés de ces frontières, ils étaient en danger. Alors il fallait soit les exterminer, soit les faire fuir, les envoyer très loin de ces frontières. Et c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs. Ils avaient fait ça d'ailleurs. Je suis en train de poser la question, moi. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Mais pourquoi la communauté internationale n'oblige pas, ne demande pas à Kagame de négocier avec les Interahamwe, avec les Hutus, qui sont les FDLR, qui sont dans la forêt? Pourquoi ils ne demandent pas qu'il y ait une négociation directe entre Kagame et les Hutus et ces gens-là? Mais ils veulent nous imposer, nous, une négociation. Mais pourquoi on nous impose, nous, et pas le Rwanda? Malheureusement, c'est parce que, bien évidemment, le Rwanda, ils sont dans le jeu. Ce sont eux, le Rwanda n'est qu'un pion que eux sont en train de pousser. Mais le plan, normalement, il vient des États-Unis d'Amérique, de Français, c'est pas moi quoi. Et c'est comme ça que tu as vu les Congolais avertis qu'ils sont, parce qu'ils connaissent beaucoup. Nombreux sont ceux-là qui sont opposés à l'arrivée de Macron dans notre pays. Parce qu'ils savent. Ils savent qu'avec Macron, bon, c'est de l'hypocrisie et nous ne pouvons rien obtenir de positif. Et d'ailleurs, même le président lui-même de la République n'y croyait pas. Et il a dit, bien voilà, on attend voir s'ils vont... dubitatif. Oui, on va voir s'ils vont respecter. C'est seulement après que je pourrais croire en ce que M. Macron est en train de dire en ce moment. Mais Jean de Maïché, si le Rwanda est dans le jeu de la communauté internationale, sommes-nous incapables de faire ces jeux-là? Malheureusement, nous avons essayé, on a vraiment essayé, parce que par la voie diplomatique, mais j'ai comme impression que ce n'est pas assez ce que la RDC a pu faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Depuis ce n'est pas assez. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Moi, je pense que tout ce qu'il nous reste à faire en ce moment, c'est gagner cette guerre militairement. C'est la seule option qui reste. Combattre. Nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas d'amis. Et nous ne devons compter que sur nous-mêmes. Et nous sommes capables, si on est unis, nous Congolais, on est capable de mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Mon cher Jacques, il te faut aller voir nos vaillants soldats, comment ils combattent sur terrain. Mais après, tu vas être surpris que, bon, voilà, il y a tel village qui est tombé. C'est tombé comment? Parce que quand ça tombe comme ça, ben, c'est parce que les militaires sont restés longtemps sans être ravitaillés. Il n'y a plus de munitions. Et ils sont coupés, par exemple, du commandement. Ils sont, à un certain moment, et vous vous rendez compte que, bon, ils se disent, bon, qu'est-ce que nous allons faire? On décroche.
Vous aviez d'ailleurs suivi un militaire, les militaires qui étaient, d'ailleurs c'était une interview des militaires, les derniers militaires qui étaient restés à chose, à la frontière avec l'Ouganda, c'est Arumanga, non pas. Parce que nous sommes, c'est à la province de... Non, au Nord Kivu, à Bunagana. Bien voilà. Ok. Ils ont dit, ils avaient demandé, parce que le commandement était, il semblait à Rutshuru. Eux, ils étaient à Bunagana. Et ils doivent être ravitaillés. Ils ont dit au commandant, au lieu de nous donner de petites quantités de munitions, on t'a mieux nous donner une grande quantité pour que nous, on sache faire face avec l'ennemi. Après un certain moment, l'ennemi a coupé la route. Ils ne pouvaient plus être ravitaillés. Ouais. Et eux, ils n'avaient pas assez de munitions pour continuer à combattre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par décrocher, par fuir. Malheureusement, ils ont été condamnés. Nombreux d'entre eux ont été condamnés. Quel est pratiquement le profil de cette armée qui peut gagner une guerre après 30 ans? Non, moi je pense que avant, nous devons d'abord faire en sorte qu'on soit une véritable nation. Parce que le Rwanda sait, la communauté internationale sait. Il y a trop de préalables pour la RDC. La communauté internationale le sait. Ils ont commencé par nous diviser d'abord. J'ai changé avec toi au téléphone il y a peu. Quand on se disait, comment est-ce qu'à Goma, il y a des villages qui peuvent tomber, au Nord Kivu, mais ici à Kinshasa, nous faisons comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien. On est en train de boire, tu vas à Matongé, ce plan, tu vas et ce plan et tout. C'est parce qu'ils ont commencé à réussir à détruire cette âme-là qu'on avait comme nation. Ils ont commencé à nous détruire. Et à un certain moment, c'est lui qui est à Kinshasa, il a des sentiments comme si il n'est pas de l'Est. Et ceux-là qui sont à l'Est condamnent maintenant les compatriotes de Kinshasa. Ils disent, mais tiens, comment est-ce possible que nous soyons en train de souffrir et à Kinshasa, c'est la fête. Ils reprochent l'indifférence. L'indifférence de Kinshasa, de la partie ouest. Et là, c'est une destruction qu'ils étaient en train de faire petit à petit. Et il faut voir aussi, depuis un certain moment, même dans nos écoles, tout ce qui avait trait à la citoyenneté, au patriotisme, tout ce genre de cours était éliminé. Aujourd'hui, tu ne te demandes pas pourquoi. Et des cours qui ont trait à la citoyenneté et tout, ont faible pondération, même à l'université. Même à l'université. Le cours d'éducation citoyenne aux humanités, on a supprimé. Maintenant, c'est la culture générale, quelque chose comme ça, information. Donc, on ne veut pas avoir un citoyen congolais, nationaliste, qui aime son pays, un vrai citoyen. Alors, ils nous ont détruits par notre système éducatif, parce que ça fait 30 ans, tu as bien dit, ils nous ont détruits à travers notre système éducatif. Ils nous ont détruits en nous divisant avec le tribalisme, parce que t'en fais pas. Moi, j'ai vécu longtemps... c'est qui? Moi, quand je le dis, je suis en train de voir la communauté internationale. Même quand il y a des guerres tribales, les gens... Cette communauté internationale te dit ici, Jean de Dieu, il ne faut pas chercher de coupables à l'extérieur. Oui, ils doivent le dire parce qu'ils se cachent derrière ça. On connaît bien qu'ils sont coupables. Est-ce que nous fabriquons des armes en RDC qui ont armé tous les groupes armés qui étaient à l'est de la République démocratique du Congo? Qui l'ont fait? C'est la communauté internationale à travers les multinationales, les sociétés multinationales. Nous ne fabriquons pas, mais nous les distribuons quand même. Mais je dois te dire une chose. Mon cher frère Jacques, il y a un grand complot contre le pays. Et ce qu'ils sont en train de venir faire chez nous en RDC, c'est de l'hypocrisie. C'est des gens qui viennent pour voir s'ils ont encore des chances. Vous vous rappellerez même avec l'opération qui a eu lieu avec l'Ouganda pour traquer les ADF. Je t'avais dit ici qu'ils sont venus évaluer notre capacité opérationnelle et préparer le chemin pour le M23. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit qu'il y a des militaires du M23 qui sont formés en Ouganda, d'autres qui sont formés au Rwanda. Et il y a des Ougandais au sein des rangs des RDF et M23. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de nous battre. On fait la guerre à l'Ouganda et au Rwanda au même moment. Comment est-ce possible, mon cher Jacques, que depuis tout ce temps, les contingents kenyans n'étaient pas inquiétés. Mais quand les Burundais sont rentrés dans notre pays, ils ont été attaqués. Mais comment tu expliques? C'est dû à quoi? Parce qu'ils ne partagent pas le même deal que les Ougandais. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Les Burundais plutôt. Les Burundais sont Hutus. Le président burundais est Hutu. Le président rwandais, c'est un Tutsi. Et celui de l'Ouganda, c'est un Tutsi. Ils ont un plan commun. Donc, ils transposent leur conflit ethnique au Congo. Ils transposent ça au Congo. Le conflit et voilà. Tutsi. Et c'est comme ça qu'ils ils s'en sont pris aux militaires ougandais, plutôt pas ougandais, mais burundais qui sont arrivés dans notre pays à saquer. Mais vous pensez qu'en interne, nous avons des coupables, nous avons des gens qui jouent un mauvais, des sales jeux, par exemple? Bien évidemment, parce que le Rwanda et la communauté internationale ne pouvaient pas y arriver sans la complicité des Congolais. Ils l'ont fait avec nous, avec nombreux d'entre nous. Et nombreux sont ceux-là qui nous dirigent. Nombreux sont ceux-là qui sont dans l'armée. Nombreux sont ceux-là qui sont dans l'administration publique. Vous avez suivi, il y a peu, il y a certains dignitaires quand même qui commencent à être... Même il y a eu un procès de flagrance il y a peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont utilisé... Avec l'élu de Goma. Ils ont utilisé beaucoup des dignitaires congolais. Ils les ont utilisés, malheureusement, pour détruire notre pays. Ils les ont utilisés. Et c'est pourquoi, moi, je t'ai dit, la communauté internationale, moi, je m'en méfie un peu. Je m'en méfie un peu. Quand le secrétaire général des Nations Unies doit faire une déclaration selon laquelle le M23 est armé, est équipé, plus que les Nations Unies, plus que l'armée congolaise, cela voulait dire quoi? Ça, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Oui, Guterres, oui, il a des armes sophistiquées. Mais si vous perdez espoir, finalement, vous ne savez plus compter sur la communauté internationale, on peut se méfier aussi de personnalités congolaises ou encore de fils du pays et qui travaillent pour le compte de l'ennemi. Il faut qu'on puisse se méfier de nombreux gens, de nombreuses personnalités en République démocratique du Congo. Finalement, pour vaincre cette menace de balkanisation. Sur les militaires, et je ne parlais pas de haut gradés, je parlais de moins gradés, et sur le peuple congolais. Vous avez entendu ce que la population est en train de faire en ce moment. La population s'est impliquée activement dans la lutte contre l'invasion de l'ennemi dans notre pays. Donc, nous pouvons compter sur nous-mêmes. Et je pense que grâce à la coopération entre l'armée et la population civile, nous pouvons arriver à mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Mais cette armée a besoin d'un commandant, d'un commandement. Bien évidemment. Ouais. Et écoute, tout le monde n'est pas lépreux. Tout le monde n'est pas lépreux. Il y en a qui n'ont pas la lèpre, mon cher, parmi les commandants. Et il y en a eu qui ont fait des preuves avant. Il faudra les dénicher, il faudra les trouver. Je vous donne l'exemple de Mamadou Ndala. Et il y en a d'autres qui sont comme Mamadou Ndala au sein de notre armée aujourd'hui. Je vous donne l'exemple de Mbouza Mabé. Il y en a d'autres qui sont comme Mbouza Mabé au sein de notre armée aujourd'hui. Et ils sont nombreux. Alors, que viennent faire toutes ces armées étrangères en République démocratique du Congo? Et déjà là, on nous a annoncé que l'armée angolaise arrivait, débarquait ici au Congo, et évidemment l'armée burundaise aussi. Mais très vite, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, précise que l'armée angolaise ne vient pas pour combattre, mais il vient justement pour constater ou la mise en œuvre du plan de retrait de groupes armés. Même chose pour la MONUSCO. La délégation du Conseil de sécurité affirme que la MONUSCO n'est pas là pour combattre, mais elle est là juste pour protéger les civils.
Autant pour la force régionale de l'EAC, le commandant de troupes l'a dit clairement que nous n'avons pas un mandat offensif, nous sommes là mais juste pour servir des zones tampons. Alors, finalement, on s'est dit, mais à quoi ça sert tout ça? Ben, nous avons été piégés encore par la communauté internationale. On a été piégés encore une fois. Pourquoi je le dis? Non, parce que on a été piégés, mais est-ce qu'on nous a empêchés d'exercer notre discernement, d'agir avec lucidité pour voir, mais justement... Malheureusement, c'est ça. Nous, on nous jette les appâts et nous ne faisons que mordre à l'hameçon. Et je dirais même aux hameçons. Malheureusement. Et nous connaissons bien les Ougandais. Vous vous rappellerez du drame qui avait eu à Kisangani. L'affrontement qu'il y a eu entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise à Kisangani. Vous vous rappellerez de ça? La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, qui a fait beaucoup de victimes d'ailleurs, à Kisangani. Nous connaissons bien ce que veulent les Ougandais. Nous connaissons bien ce que veulent les Rwandais. Que veulent-ils? Ils veulent nos richesses du sous-sol. Ils veulent nos terres. C'est ce qu'ils veulent. Quand ils disent qu'ils viennent combattre, par exemple, l'FDLR, c'est un faux fuyant. Parce que pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de piller nos minerais. L'autre fois, je l'ai dit ici, le Rwanda est parmi les grands pays producteurs de l'or et du coltan. Ils ont même une raffinerie de l'or chez eux. Pourtant, ils n'en ont pas. Ça, c'est le plan de la communauté internationale. Tout ce téléphone que nous avons, ça, c'est le coltan qui vient de la RDC. Est-ce que c'est... Et ce sont les multinationales qui sont utilisées. C'est encore important, Jean-Dédé Maïché, d'accuser la communauté internationale, d'autant plus que cette même communauté internationale nous répond en disant que c'est votre responsabilité. C'est une façon de dire que nous devons nous assumer. Et moi, je suis d'accord avec eux. Nous devons nous assumer. Et nous devons seuls voir comment combattre l'ennemi. Et nous ne devons pas attendre que ce soit les Ougandais ou les Rwandais, c'est pas moi quoi et tout, qui prennent le devant. Nous devons prendre le devant. Nous devons combattre l'ennemi. Nous devons faire en sorte que l'ennemi aille. Nous devons mettre l'ennemi hors d'état de nuire, en dehors de nos frontières. Nous devons le faire. Et nous en avons l'obligation, nous, Congolais. Et cela ne concerne pas un seul Congolais. Comment le faire? Parce que ça ne vient toujours pas. Et il y a ces constats du Conseil de sécurité. La situation sécuritaire ne fait que s'aggraver depuis fin 2021 avec la progression du M23 dans l'est de la RDC. Tel est le constat. Oui, mais aujourd'hui, ils ne progressent plus comme ils étaient en train de progresser. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, au fur et à mesure que le peuple est sensibilisé, et au fur et à mesure qu'il y en a qui acceptent de verser leur sang, de mourir pour la paix dans notre pays, et pour que l'ennemi ne nous marche pas dessus, pour que le voisin ne nous marche pas dessus, pour que le voisin ne vole pas nos richesses. Non, mais soyons sérieux, mon cher Jacques. Et il faut que nous, Congolais, arrivions à prendre conscience. Nous devons tous prendre conscience comme un seul homme. Et nous devons tous nous mettre debout pour combattre l'ennemi. Et les gens qui mourront au front, ils ont été kufa na front pour na biso totika la kimia. Biso moko, il faut tout bundela ekolo na biso, il faut tout bundela mboka na biso. Donc, nous devons nous ranger derrière les FRDC. Nous devons combattre avec les FRDC. On doit mettre hors d'état de nuire. Maintenant, là, c'est un cas de légitime défense. Mais nous ranger derrière les FRDC, c'est ce que l'opposition a fait le samedi 11 mars. L'opposition, il y a Fayoulou, Katumbi, Matata Pogno. Ils ont marché. Hein. Et je dois te dire, c'est positif. Et moi, j'encourage ça. J'encourage qu'il... C'est quoi l'impact? Non, attention. Parce que le fait que les gens se mettent debout, que les gens se soulèvent pour marcher, sur le plan d'abord psychologique, ça joue beaucoup. D'abord, il rappelle
à tous les Congolais qui étaient distraits que bien voilà, écoutez, il y a un danger. Nous sommes agressés par notre voisin. C'est un rappel qu'ils font. Et non seulement ça, et ils nous appellent à la prise de conscience. Parce qu'ils ont quand même eu à lancer des messages. Et Martin Fayulu, ce n'est pas un leader moindre. Et Matata, c'est un grand leader. Moïse Katumbi, c'est des grands leaders. Alors, quand ils doivent se mettre à sensibiliser, ils sont écoutés, t'en fais pas. Ils sont écoutés par les gens qui croient en Matata, qui croient en Martin Fayulu, qui croient en Moïse Katumbi. Et les gens y croient et ils se rangent derrière eux. Imaginez tous ces gens qui étaient avec eux là, s'ils allaient combattre. Et on va y arriver. Il va arriver à un certain moment que tout le monde deviendra militaire dans ce pays. Le Conseil de sécurité nous dit qu'il n'y a pas de solution magique, instantanée des Nations Unies pour la situation au Congo. Ils n'ont pas de solution spéciale à la place des autorités congolaises. Ce qu'elles trouvent mieux à nous proposer, c'est des négociations justement politiques. Il faudra dialoguer. Malheureusement, pourquoi est-ce qu'ils n'imposent pas au président ukrainien le dialogue avec Poutine? Pourquoi ils renforcer, ils donnent des armes au président ukrainien pour qu'il combatte Poutine? Et pourquoi ils ne font pas pareil chez nous? Parce qu'il s'agit d'une agression. Ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. On est agressé par le Rwanda. C'est une thèse qui passe difficilement. Malheureusement. Et ils se contredisent. Quand ils disent, ils reconnaissent tout de même. Donc ce n'est plus à démontrer. Ils ont reconnu, ils ont vu qu'il y a des militaires rwandais. L'ambassadeur français l'a dit, la présence du M23 n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. Et il n'est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Que le Rwanda soutient le M23. On condamne et il s'est limité là. Voilà. On reconnaît que le Rwanda est derrière, mais il n'y a pas de sanction. Voilà la complicité dont moi dont je t'ai parlé, la complicité à laquelle j'ai fait allusion. Et il s'arrête là, point barre. C'est des hypocrites. Je suis désolé. Ils sont venus faire de l'hypocrisie ici. C'est des larmes du crocodile. Mais ils vous proposent les négociations. Et ça... Y a-t-il un danger que de négocier avec... que Kinshasa négocie avec le M23? Kinshasa a déclaré le M23 comme un groupe terroriste. Un groupe terroriste. Et vous, Nations Unies, vous nous demandez, nous, Congolais, de négocier avec des terroristes? Ce n'est pas acceptable. Les Nations Unies parlent en termes de groupes rebelles, de groupes armés, point. Bah, ils n'emploient pas les termes du Congo, un groupe terroriste. C'est des groupes terroristes. C'est des groupes terroristes. La formule n'est pas validée. Oui. N'est pas acceptée. Malheureusement. Et nous, on n'a pas besoin qu'eux, ils valident ça ou qu'ils acceptent ça. Nous, on a pris conscience, on a compris qu'on a été agressé par le voisin. Est-ce que nous devons faire, c'est nous assumer? Voilà, le Kolami Baliko. Et là, j'en appelle encore à la responsabilité du commandant suprême de l'armée. Il doit prendre des mesures courageuses. Moi, je sais que c'est difficile avec le contexte actuel, mais il doit prendre des mesures courageuses. Il doit prendre des mesures courageuses. Tu as vu ce qu'il y a au Mali aujourd'hui? Au Mali, c'est un peu calme. Maintenant, en Centrafrique, depuis qu'ils ont les Russes là-bas, ben c'est un peu calme. On ne parle plus de Boko Haram? Les Boko Haram, comment on les appelait encore? Tous ces groupes rebelles-là, en Centrafrique. Ah, ok. Parlez de Centrafrique, oui. Oui, en Centrafrique. Mais il n'y en a plus. En Centrafrique, il n'y a plus assez de groupes rebelles comme il y en avait. Il n'y a plus de tueries comme il y en avait quand il y avait des Français là-bas. Aujourd'hui, les Russes imposent la paix en Centrafrique. Avec le Wagner. Oui. Moi, je sais que ça peut... ça a des conséquences que ça pourra engendrer, mais tant mieux. Mais pourvu que l'on ait la paix. Et c'est comme ça que nous... Est-ce que cette paix, est-ce que cette paix peut foncièrement passer par un dialogue?
Un tête-à-tête, parce que le M23, dans son dernier communiqué, l'a dit clairement que il respecte le cessez-le-feu à une seule condition, il faudra un dialogue direct avec Kinshasa. Vous pensez que c'est une bonne formule, c'est une bonne option? Ce n'est pas une bonne option. C'est quoi la crainte? Ce n'est pas une bonne formule. Je suis désolé. C'est des terroristes, c'est des bandits. C'est des tueurs, c'est des violeurs. Alors, négocier avec eux veut dire encourager le mal, encourager le terrorisme que le monde entier aujourd'hui est en train de combattre. Est-ce qu'on saura vaincre le M23 finalement si on évitait les dialogues? Est-ce qu'on va s'en sortir? Avec la détermination actuelle du peuple, nous allons y arriver. Je te dis vrai. Je te dis, ça ne peut pas passer. Ce plan du Rwanda ne peut pas passer tant que ce n'est pas validé par la population. Il n'y a aucune armée, et aucune armée du monde, grande soit-elle, ou petite soit-elle, intelligente, ou c'est pas moi quoi soit-elle, a pu vaincre tout un peuple. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Ben ça, parce que sinon, d'ailleurs, l'Ukraine ne serait pas aujourd'hui debout, en train de résister face aux attaques des Russes. Mais justement, je suis en train de te regarder pour dire que je te rappelle que ça a pris du temps. Le sang coule en République démocratique du Congo. La situation ne fait que s'aggraver. Mais finalement, on donne l'impression que nous n'avons plus de recettes, il n'y a plus de solutions en interne. On ne sait plus quoi faire finalement parce qu'on comptait plus sur l'extérieur, la communauté internationale, mais on nous répond, on nous dit non, la solution ne viendra même pas de l'extérieur. Il y a de coupables au milieu de vous. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que nous sommes une nation perdue? On ne sait pas quoi faire. Malheureusement, c'est ça l'erreur grave que nos dirigeants étaient en train de faire. Croire qu'il suffit d'aller rencontrer la communauté internationale, aller pleurnicher, aller. Mobile est la kate. Mobile est télémaka. Mobile est bundaka. Surtout en chef. Un chef doit être à même de prendre des mesures courageuses. Je le dis pour la 4e ou 5e fois aujourd'hui. Donc, notre président, le commandant suprême de l'armée, doit être en mesure de prendre des mesures courageuses. C'est ce qu'il a fait pendant 4 ans, mais finalement, ça ne donne toujours pas. Non, regarde un peu les gens, aujourd'hui, les différents commandants. C'est des gens qui ont été dans le RCD, qui ont fait des formations politico-militaires au Rwanda, qui ont, et qui voient le RCD, voient le Rwanda. Et vous pensez qu'il faut changer le commandement de l'armée, mais c'est pour remplacer par qui? Mais il y a beaucoup de gens. Hein. Il y a des têtes dans le pays. Les têtes, il y en a. Il n'en manque pas, je te dis. Il y en a. Ici, on n'est pas venu faire l'apologie ou la propagande non, mais quand même, je dois te dire qu'il y a des têtes. Non, il ne s'agit pas de propagande. Nous sommes en train justement de réfléchir. Je connais des commandants et qui étaient sanctionnés tout simplement parce qu'ils avaient pu mettre l'ennemi hors d'état de nuire et qu'on a mis dans le garage pendant un bon bout de temps. Il ne fallait pas qu'ils battent l'ennemi. Il y a la délégation du Conseil de sécurité qui a séjourné ici au Congo, à Kinshasa. Cette délégation a rencontré plusieurs personnalités. Et s'il arrivait qu'on vous rencontrait, vous, et qu'on vous posait pratiquement une seule question, quelle est votre recette, quelle est votre solution, justement, pour résoudre cette problématique de l'instabilité de l'Est de la RDC? Vous direz quoi? La solution, elle est et reste militaire. Parce que négocier avec le M23, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que on va encore partager le pouvoir avec eux. Il y aura encore une infiltration qui pourra prendre racine et finalement, nous risquons encore de perdre 30 ans ou 40 ans comme ça et pendant qu'il est temps
d'en finir une seule fois pour toutes avec le M23. Écoute, on en est capable. Je sais que tu vas me poser cette question. On en est capable parce que le M23 est arrivé il y a peu. Tu te rappelles une fois, ils sont arrivés à Goma. Ils ont pris la ville de Goma. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Ils n'ont jamais été forts plus que nous. Il est tout simplement question que le commandant suprême de l'armée comprenne qu'il y a des têtes qu'il faut mettre juste à côté et donner des responsabilités aux vrais patriotes. Mais quelles sont ces têtes? Mais ces têtes-là sont là. Je ne vais pas citer des noms, mais il connaît mieux. Il est mieux renseigné que quiconque. Mais il y a des têtes. Je suis en train de te dire, le M23, plutôt les CNDP. De Laurent Kunda. De Laurent Kunda. Mais il n'y a aucun mouvement qui avait de racines dans notre pays comme les CNDP. Le M23 aussi à l'époque. Mais on a toujours vaincu ces gens-là. Mais écoute, il ne faut pas oublier l'histoire, Jacques. Ces gens, ils sont entrés, ils ont pris la ville de Goma. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Qu'est-ce que nous avons fait d'eux? Nous les avons chassés. Ils sont tous partis. Par quel mécanisme? C'était militairement. On l'a fait par les armes, avec Mamadou Ndala. On l'a fait par les armes à Bukavu. Ils avaient pris la ville de Bukavu. Et vous pensez que... Laurent Kunda et Moutebousi, on l'a fait avec vous pensez que l'armée congolaise de 2013-2012 peut refaire l'exploit aujourd'hui en 2023, 10 ans après? Ben surtout qu'aujourd'hui, on peut acheter les armes qu'on ne pouvait pas acheter à l'époque. Avez-vous acheté des armes? La guerre est là. Ben, c'est pas à moi de poser cette question. Hein. Les territoires sont conquis. Tu ferais mieux de poser la question au commandant suprême de l'armée et au ministre de la Défense. Mais si vous pensez que la classe politique n'apporte pas la réponse qu'il faut... Parce qu'il ne faut pas aussi confondre les choses. Il ne faut pas me poser de questions comme si j'étais au gouvernement. Hein. Non, mais en tant qu'intellectuel congolais, oui, vous avez des réponses à donner. Mais justement, si vous pensez que le gouvernement n'a peut-être pas des réponses à donner par rapport à cette problématique, mais finalement, que doit faire la population? Mais nous devons nous prendre en charge. C'est-à-dire? Nous devons nous mettre debout et nous devons chercher comment combattre l'ennemi. Combattre l'ennemi, ce n'est pas seulement prendre les armes, mais aussi aider pour, par exemple, le service de renseignement. Parce que quand ces gens-là passent, ils passent dans nos avenues, hein. Ils passent dans nos villages, ils passent dans... Alors, on peut renseigner l'armée, on peut renseigner. Et on peut aussi faire une résistance parce que, à un certain moment, et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, nous serons obligés d'agir comme comment on dit, en légitime défense. Bien. Pour se défendre. Nous serons obligés d'agir en légitime défense pour se défendre. Et c'est ce qui s'est fait déjà aujourd'hui, parce que vous avez entendu que tout ce groupe-là, les groupes Yakutumba, Maïmaï et tout, machin, maintenant, ils sont tous en train de se mobiliser. Ils sont en train de se mobiliser et ils vont vers Goma. Ils vont combattre l'ennemi. Les forces de résistance. Des résistances. Il y en a qui sont en train de quitter Ouvira dans le sud Kivu, mais qui vont au nord Kivu pour combattre l'ennemi. Parce qu'ils ont compris. Maintenant, les gens sont en train d'agir en légitime défense. Là, c'est le chaos déjà. Les gens agissent en légitime défense. Parce qu'ils ont compris que nous avons à nous protéger. Nous ne devons pas nous laisser toujours égorger comme des bêtes. Mais quand nous avons une armée qui a la mission de nous protéger, finalement, aujourd'hui, on se protège. Maintenant, comme ils sont considérés comme réservistes désormais, parce qu'il semble qu'il y aurait une loi qui a été votée d'ailleurs au Parlement, et tous ces groupes armés-là sont des réservistes désormais. Et nous n'allons plus les appeler des anciviques comme on le faisait il y a peu. D'ailleurs, ça a été annoncé à Goma et dans une conférence de presse par le ministre Nzangi. Et je me dis, alors c'est positif que ils soient des réservistes et qu'ils soient appuyés par le gouvernement congolais
et qui soit prise en charge par le gouvernement congolais et bien voilà, et qui soit aussi coordonné parce que bon, le fait qu'il soit seul et tout, le fait qu'il s'aiguille seul à un certain moment, faisant en sorte que bon, il puisse arriver à des dérapages, mais aujourd'hui, comme ils sont réservistes désormais, je pense que ça pourra donner des fruits. Et j'ai pu constater, d'après d'ailleurs les témoignages que nous recevons sur terrain, que ces gens-là, quand ils passent, ils ne ravissent rien. Ils ne volent rien. Ils ne pillent pas. Et il semble que c'est parmi leurs conditions. Ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. C'est parmi leurs conditions. Et effectivement, ça fait peur au régime des Kagame, ça fait peur à la communauté internationale. Quand ils viennent demander à ce qu'on puisse négocier, c'est parce qu'ils voient un danger. Pourquoi ils viennent seulement après que notre armée et les groupes d'autodéfense aient infligé des pertes énormes aux militaires rwandais, ceux du M23. Ils ont perdu beaucoup d'hommes dans le Massissi. Et ils se précipitent et viennent vite pour nous appeler à la négociation. Et maintenant que maintenant que nous avons la réponse du Conseil de sécurité, nous avons la réponse finalement de la MONUSCO et puis de l'Angola, que doit faire Félix Tshisekedi? Mais le message est clair. Ils ont dit, et d'ailleurs même Macron l'a dit, quand vous suivez bien ce qu'ils ont dit, c'est pas différent de ce que Macron a dit ici. Exactement. Que vous devez vous assumer, vous devez vous prendre en charge. La solution, c'est vous-même. La solution, c'est vous-même. Alors, et surtout, ce langage-là arrogant et tout, peu courtois de Macron, quand il doit dire « vous avez été incapable ». Ça, il disait à notre président. Ouais. Il ne devait pas le dire. Il ne devait pas le dire. Mais franchement, c'était peu courtois, c'était pas élégant. Mais il s'est excusé bien avant non, en disant que c'était des vérités crues. Non, il devait le dire. Non, parce que quand il dit « vous n'avez pas été incapable », et d'ailleurs, c'est là que même j'étais en train de te dire, tu ne peux pas prendre quelqu'un, tu le ligotes, tu le menottes, tu armes quelqu'un d'autre à la machette, c'est pas moi quoi, et tu lui demandes de combattre. Tu les laisses attaquer sa famille et tout, et pour que tu lui dises après que non, tu n'as pas été capable. Franchement, je n'ai pas été d'accord avec ça. C'est vrai, on peut nous accuser de tout, mais ça, non. Mais ça, non. Mais qu'est-ce qui nous a affaiblis, finalement? Parce que tu présentes, je pars de ton image quand tu dis que nous sommes ligotés, on arme l'autre pour venir nous attaquer. On était ligotés comment? Quand je dis ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui Oui, avec l'embargo. Avec l'embargo. Oui. Et quand on en achète, ce sont les Français. Tu te rappelles d'un avion qui était cloué au sol par les Français? Ouais. Ils avaient interdit que ces armes-là viennent chez nous dans notre pays. Des armes achetées par la République démocratique du Congo. Ils refusent que nous puissions nous doter, que nous, on puisse acheter des armes pour nous défendre. Ils arment les ennemis, ils leur donnent des armes lourdes pour qu'ils viennent nous dire, se moquer de nous après, que vous avez été incapables de vous défendre. Non, ça c'est moqueur. Et ils ne doivent pas oublier que malgré tout ça, avec les moyens de bord, sous Kabila, nous avons été en mesure de mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Et là, j'ai fait encore une fois allusion à Mamadou Ndala, à Mbouza Mabé. Nous avons pu chasser l'ennemi en dépit de toutes ces conditions-là qui nous étaient infligées, qui nous étaient imposées par la communauté internationale. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver, je suis très sûr. Quand? On va y arriver parce que déjà nous sommes sur la voie. Parce que, je dois te dire, le fait que le Conseil de sécurité se précipite ici, ce n'est pas parce qu'ils veulent que cette guerre prenne fin. Non. Mais c'est parce que leur ami, le Rwanda, a perdu beaucoup d'hommes dans le Massissi. Et nous qui voulons... Et ils veulent maintenant, ils veulent qu'il y ait des négociations directes entre le M23, que nous on considère, que nous avons déclaré, la RDC, nous avons déclaré comme groupe terroriste. Ils veulent qu'il y ait une négociation directe avec des terroristes
Franchement, est-ce que la France peut négocier avec des terroristes? Est-ce que les États-Unis peuvent négocier avec des terroristes? Mais pourquoi nous considérer comme... non. Et ça, maintenant, moi, je leur dirais ça, que je le dis comme Congolais. Ça, moi, je n'admets pas. On ne négocie pas. Il n'y a aucune nation sérieuse qui puisse exister, qui a négocié avec un terroriste ou avec des terroristes. Justement, c'était ça notre objectif, l'objectif même de notre diplomatie. Alors, maintenant que nous avons la réponse du Conseil de sécurité, est-ce qu'on peut refermer cette page-là pour dire que la voie diplomatique, ça ne sert à rien? Maintenant, on ne reste qu'avec l'option militaire. L'option militaire. Nous avons compris que la voie diplomatique n'a rien donné. Et demain, ou ce soir, cette armée congolaise peut commencer? Bah oui. Mais malheureusement, il y a un cessez-le-feu là, que tout le monde doit observer. Et les Congolais, pourtant... Mais imposé par qui? Si cette même communauté internationale qui impose le cessez-le-feu n'est pas avec vous, ils pensent que vous êtes vous-même le responsable. Alors pourquoi respecter ce cessez-le-feu? Voilà. Et c'est pourquoi nous devons prendre des mesures courageuses et dire, eh bien voilà, nous, avec vos cessez-le-feu, nous ne sommes plus là-bas. Nous allons combattre l'ennemi. Est-ce que nous avons ce courage? Bien voilà. On attend que le président puisse donner le go. Que le chef de l'État, le commandant suprême de l'armée, puisse donner le go. Tu lui dis quoi? Monsieur le Président, nous vous demandons de prendre des mesures courageuses pour sauver la nation congolaise. La nation est en danger. Il y a un grand complot, un complot international contre la République démocratique du Congo. Et il ne faut pas écouter tous ces hypocrites qui sont en train de venir défiler, tous ces défilés diplomatiques qui sont en train de se faire. C'est pour nous distraire. Il y a un plan malsain. Un plan contre la République démocratique du Congo. Et nous devons y aller militairement. Cette guerre, il faut vraiment la vaincre militairement. Parce que nous avons compris que la solution diplomatique a échoué. La diplomatie nous a montré ses limites et il faut y aller militairement. Nous l'avons fait exprès avec cette réflexion libre, ouverte même, pour vous démontrer combien cette situation de la République démocratique du Congo est vraiment complexe, très complexe. Alors, je crois que les débats continuent là où vous êtes. Est-ce que nous avons des recettes propres? Est-ce que nous avons des solutions en interne justement pour résoudre cette question? C'est vrai que le président français nous a dit comme ça, ouvertement, que nous n'avons pas été capables depuis 1994. Oui, nous n'avons pas à accuser les autres, l'extérieur, mais nous avons la responsabilité de résoudre nous-mêmes cette question de l'insécurité à l'est de la RDC. Alors, je crois que on ne dira pas au monde que nous n'avons plus d'inspiration, mais faisons preuve justement d'imagination pour résoudre cette question qui dure près de 30 ans. Jean de Dieu Maïché, merci d'être venu. C'était un moment de réflexion. Vous êtes intellectuel, analyste politique, natif d'ailleurs du Grand Kivu. Et voilà, on a réfléchi avec vous. Que faut-il faire pendant que nous avons cette réponse qui dérange, cette réponse du Conseil de sécurité chargé de sanctions, lui qui devrait en principe sanctionner le Rwanda, mais il ne sait pas le faire. Il dit que non, la responsabilité c'est vous. On attendait peut-être quelque chose de la France. La France dit non, il ne faudra pas compter sur nous. Alors là, les Congolais surtout les Français, ils sont amis de Kagame. Le président français, c'est un ami personnel de Kagame. On ne doit pas attendre le Français condamner le Rwanda. Mais le Parlement européen, quand tu essaies un peu de suivre le débat, tu vas comprendre qu'il y a certains qui ont une indépendance d'esprit et qui le disent de façon claire. Qu'est-ce que vous attendez? Vous dites que vous vous solidarisez à l'Ukraine, mais à la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? C'est pareil. Nous avons été agressés autant que l'Ukraine a été... Les déclarations, oui. Et c'est pourquoi... Mais les Congo attendent des actes. Et c'est pourquoi nous devons attendre personne. Nous ne devons attendre personne. Nous devons nous mettre debout. En Ukraine, les civils ont pris les armes pour défendre leur pays. Et nous devons nous assumer.
Et nous devons nous mettre debout pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Franchement, trop c'est trop. Nini Tosalité pour la sécurité au Congo. Encore une fois, Maïché, merci. Merci à vous. Merci. Et abonnez-vous massivement sur DRC Info TV. Voilà, les programmes continuent. Merci, au revoir. Au revoir.